Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 5 octobre. Voici les titres. Les côtes vendéennes étudiées de près par des géophysiciens. Une équipe de scientifiques vient de passer plusieurs jours à cartographier le sol du littoral du Pays de Mont à l'aide de radars. Une mission sur le terrain qui doit permettre de mieux comprendre l'évolution du trait de côte et la manière dont réagissent les dunes face aux tempêtes ou aux assauts de la mer. Explication au début de cette édition. Dernier mot à terre pour les skippers du Vendée Globe. Le départ de la course sera donné dans 31 jours. Entre les dernières préparations, le convoyage du bateau jusqu'au Sable d'Olonne et la promotion à terre de leur projet, les skippers vont avoir ces prochaines semaines un agenda bien rempli. Nous avons rencontré Quito de Pavan et Romain Athanasiou. Et puis zoom dans ce journal sur le chanvre agricole. La récolte se termine en ce moment. En un an, le nombre d'hectares de chanvre cultivés en Vendée a grimpé de 20%. De plus en plus d'agriculteurs se lancent car la demande progresse. Le bâtiment, l'industrie et la cosmétique utilisent désormais cette plante. Prenons donc la direction du littoral pour commencer ce journal avec ce chiffre. Un quart des côtes françaises est menacé par l'érosion. Les tempêtes et les assauts de la mer font reculer chaque année par endroits ce qu'on appelle le trait de côte. Les falaises et les dunes sont grignotées par les vagues. La Vendée n'est pas épargnée, même si tout le littoral n'est pas concerné. Alors pour mieux comprendre ce phénomène, une équipe du BRGM vient de passer plusieurs jours à étudier une partie des côtes vendéennes. Le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière. 3 géophysiciens viennent d'effectuer une série de mesures dans le Pays de Mont. Objectif, établir une cartographie du sous-sol pour tenter d'expliquer pourquoi les dunes avancent ou reculent sur le littoral vendéen. Explication, Grégoire de Châtillon. En tapant dans le sol avec cette masse, l'onde acoustique va se propager dans le sous-sol, va être captée par ces géophones pour être enregistrée dans l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle une acquisition géophysique sismique, un scan en quelque sorte du sous-sol. En fait, on ne sait pas exactement comment c'est fait à l'intérieur. Donc, ce qu'on cherche à découvrir, c'est leur structure, en fait, de tous ces édifices de cordons dunaires. C'est de mieux connaître leur structure, sur quoi elles reposent, comment elles sont constituées, et pouvoir définir des aptitudes à résister ou pas, ou moins, ou plus à l'érosion. Le cordon dunaire, c'est l'interface entre la terre et la mer. C'est un milieu vivant, en mouvement et en perpétuel équilibre. Alors, mieux connaître son ossature aidera à mieux gérer le littoral. Pour cette mission, le Bureau de recherche géologique et minière utilise alors aussi ce radar géologique. C'est à peu près la même chose que sur la plage, sauf que là, on va être plus haute résolution. On va voir la structure des dunes, l'enchevêtrement des couches de sable les unes par rapport aux autres, en fait. Pour revenir après sur l'historique des dunes, comment elles se sont construites, comment elles s'érodent. Après une semaine de mission à ausculter le littoral montois, les données enregistrées seront traitées afin d'y voir plus clair sur les capacités de résistance de ce cordon côtier face aux aléas climatiques. Et dans quelques semaines, l'équipe de géologues reviendra sur place afin d'effectuer de nouvelles recherches. Et puis toujours à propos de littoral, à La Faute-sur-Mer, des travaux viennent de débuter sur la digue est de la commune. Cela concerne la partie située entre l'ancien camping municipal et le lieu de commémoration de la tempête Xynthia. Ces travaux visent à conforter la digue dans sa largeur pour mieux protéger La Faute-sur-Mer d'une éventuelle montée du lait en cas d'alerte submersion. Ces travaux estimés à 240 000 € devraient durer jusqu'à la fin de l'année. Cette digue a été un peu confortée juste après Xynthia, parce que vous savez que beaucoup de digues n'étaient pas à la côte, mais tout ça a été parfois fait en urgence. La digue qui est derrière nous a été, elle, restructurée et refaite dans les règles de l'art. Celle-là méritait d'être confortée, notamment élargie. On le voit d'ailleurs bien sur les piquets que vous voyez sur la gauche. L'emprise de la digue F qui sera réalisée sera beaucoup plus large, beaucoup plus confortable, beaucoup plus stabilisée. Et on pourra d'ailleurs y circuler en deux roues, en vélo et en piéton. Interview signée Antoine Ordinez.
La Vendée va avoir une nouvelle prison. C'est Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice, qui l'aurait confirmé aux élus vendéens. Pas de date ni de lieu de construction précisé pour le moment. Cette nouvelle prison vendéenne d'une capacité de 300 places viendrait s'ajouter aux 2 maisons d'arrêt déjà existantes, celles de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte, 2 établissements qui affichent actuellement des taux d'occupation parmi les plus élevés de France. Les chiffres de la délinquance, ils ont globalement reculé cet été sur le littoral vendéen, d'après le bilan que vient de communiquer la préfecture. En juillet et en août, les atteintes aux biens ont diminué de 11,85%. Une baisse à nuancer puisque les cambriolages ont été plus nombreux que l'an passé, notamment dans les résidences secondaires. Les violences contre les personnels sont en très légère augmentation, plus 0,75%. La Vendée bénéficiait cet été d'un renfort de 126 gendarmes et policiers, épaulés par 60 militaires déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle Vigipirate. Au chapitre agriculture, la récolte du chanvre se termine actuellement. La culture de cette plante de la famille du cannabis, mais sans substance psychotrope, se développe. La France est le premier producteur européen de chanvre agricole et la Vendée est à la pointe sur le sujet. Les surfaces cultivées ont progressé de 20% en un an dans le département. Le chanvre intéresse de plus en plus d'agriculteurs. Les débouchés d'ailleurs se multiplient. Utilisée pour l'isolation et la construction, la plante est également désormais employée dans l'industrie et la cosmétique. Pierre Dalissieux. Plusieurs hectares de chanvre dans le bocage vendéen, vous ne rêvez pas. Sauf que cette variété-là est bel et bien autorisée, et même de plus en plus présente. Le chanvre, une nouvelle culture que ce producteur de céréales a décidé d'exploiter d'abord pour favoriser la rotation sur ses terres. Quand on fait de la monoculture, on a toujours un salissement qui revient, c'est toujours les mêmes mauvaises herbes, c'est toujours les mêmes insectes, c'est toujours les mêmes maladies qui reviennent. Et donc le fait d'intégrer une autre espèce que des céréales, que du maïs, ben ça coupe les cycles des mauvaises herbes et des insectes. Et tout ça sans pesticides. Cette plante produit une graine qui aujourd'hui n'est plus uniquement destinée à l'oisellerie, mais bien à notre consommation. Une demande qui croît chaque année. Pour cet agriculteur, le chanvre a de l'avenir. On va aussi le décliner sous forme de graines, ou on va la décortiquer, faire griller légèrement l'amande, et puis on peut le trouver sur des pains, on peut le trouver dans les mueslis, on peut le retrouver un peu partout, quoi. Et ça, c'est intéressant. La paille, elle, n'est pas en reste. Une fois séchée, elle est transformée en isolant, comme ici à la Cavac, qui en est d'ailleurs le premier fabricant en Europe. Mais pour cette coopérative, ça n'est qu'un début. Le chanvre a aussi de l'avenir dans l'industrie de demain. Certaines marques françaises de véhicules bien connues utilisent déjà le chanvre pour fabriquer des tableaux de bord, par exemple. Avec l'augmentation du prix de la pétrochimie et puis surtout le manque de l'épuisement des ressources en général, l'épuisement des matières minérales, il est évident que ces matières ont un avenir certain. Il y a une vraie volonté, on le sent au niveau de nos gouvernants, pour changer la donne. Il y a la transition énergétique qui a été mise en place avec une nouvelle loi. Il y a la loi sur la biodiversité prochainement qui va passer. Et évidemment, l'objectif sera d'intégrer de plus en plus ces matériaux renouvelables dans la production de produits industriels. Une production qui ne cesse de croître sur le département, qui compte aujourd'hui 1800 hectares pour 150 producteurs. La Cavac a même dû cette année investir dans 2 moissonneuses comme celle-ci. Ouvrons une page Vendée Globe à présent. Un peu plus d'une semaine de l'ouverture du village de la course, les pontons commencent à s'animer du côté de Port-Olona. Il y avait jusqu'à présent 3 bateaux déjà arrivés au Sable d'Olonne, ceux d'Arnaud Boissière, de Rich Wilson et de Nandorfa. Un 4e IMOCA vient de s'amarrer, il s'agit de Bastide-Autio, le bateau de Quito de Pavan. Et le balai des arrivées devrait s'intensifier prochainement. Nous sommes désormais à 1 mois du départ de la course. Alors quelle est l'activité en ce moment des skippers? Que font-ils dans cette dernière ligne droite? Réponse avec Apolline Laurent. Il est le 4e à faire son entrée dans Port-Olona. Quito de Pavan et son bateau sous les couleurs de Bastide-Autio viennent tout juste de s'arrimer au ponton du Vendée Globe. Et le balai des salutations commence, les prémices de ce qui l'attend dans une semaine à l'ouverture du village. Mais pour le moment, Quito savoure les retrouvailles avec notamment son ami et futur concurrent, Arnaud Boissière. On est amis la plupart dans la vie avant d'être concurrents. Après,
Pour nous qui avons l'habitude d'être un peu tout seul au ponton, là, ça fait monter la pression et c'est bien. Quand ça commence comme ça, c'est sympa, avec le beau temps et puis la bonne humeur. On va s'octroyer un peu de calme parce qu'on sait que dans une semaine ou dans 10 jours, là, ça va être beaucoup plus compliqué là, sur les pontons des sables. Voilà, on va faire un peu de rangement. Il y a un container qui arrive dans 2 jours. Enfin, on a un peu de voilà, le timing est pas mal parce que tout s'enchaîne. C'est bien de prendre un peu de recul là, parce qu'on est la tête dans le guidon là depuis des mois et des mois. Vous pouvez pas imaginer comme c'est compliqué hein, préparer un Vendée Globe. Finalement après, à partir du 6 novembre, ça va être des vacances plutôt. Mais c'est vrai que la préparation d'un tel projet, c'est chronophage, énergivore. Et de l'énergie, il va leur en falloir. Car pendant le dernier mois avant le départ, il faut boucler les préparatifs du bateau, vérifier les équipements, mais surtout répondre aux sollicitations des médias, des sponsors et du public. Pour Romain Athanasio, accompagné par sa compagne et ancienne skipper du Vendée Globe Samantha Davis, les échanges commencent autour des nouvelles technologies dans les sports nautiques, à l'occasion de l'Innovation Week. C'est plutôt enrichissant parce qu'on rencontre des gens de différents horizons. Puis aussi, ça fait partie du métier, effectivement. Et puis c'est la partie intéressante parce qu'on ne fait pas que naviguer, on fait des choses différentes. Il n'y a pas que ça, il y a la préparation du bateau, il y a plein de choses à faire. Non, c'est plutôt bien, puis ça nous met un peu dans le bain de l'événement qui arrive dans un mois maintenant. J'ai beaucoup de boulot aussi pendant ces 3 semaines, mais c'est sûr que j'ai réservé du temps pour passer avec Reuben, avec notre fils, et pour passer en tant que maman et femme, parce que je pense que c'est important pour Romain de sentir qu'il n'a pas besoin de stresser pour la famille, tu vas bien. Les choses vont progressivement s'accélérer pour les skippers et les arrivées dans le port des Sables d'Olonne vont s'échelonner jusqu'à vendredi 14 octobre à midi, date limite d'arrivée avant l'ouverture officielle du village. Et puis des nouvelles d'un autre skipper, Jeff Pelé. Le Vendéen n'a pas décroché de qualification pour être au départ du Vendée Globe, mais il a bien l'intention de partir pour un tour du monde en solitaire et sans escale avec son bateau Comines Vendée. Le skipper pourrait prendre la mer une semaine après le départ du Vendée Globe, le samedi 12 novembre. Et puis toujours à propos du Vendée Globe, un site internet pour les enfants a été lancé ce mercredi. Il s'appelle Vendée Globe Junior. Il permet de retrouver en ligne des vidéos et des documents pédagogiques pour en savoir plus sur les bateaux, sur la course, mais aussi sur le village. Un site internet qui vient en complément d'une mallette pédagogique qui sera distribuée dans les prochains jours à 600 établissements scolaires vendéens. À l'intérieur, des posters et des jeux qui doivent permettre aux enseignants et aux enfants de suivre le Vendée Globe. C'est ce que nous explique Yvo Vinet, le président du conseil départemental, interrogé par Élodie Pépin. Il y a un certain nombre d'éléments à l'intérieur de cette mallette, des cartes sur les bateaux, des cartes pour suivre la course, des cartes d'explication. Quels sont les bateaux qui partent, comment ils sont à l'extérieur, comment ça s'appelle les voiles, comment ça s'appellent les différents accessoires, comment c'est fait à l'intérieur. Nous avons aussi des fiches pédagogiques qui permettent aussi aux élèves de travailler en lien avec les différentes problématiques de la préparation des skippers, de la vie des skippers en mer, de la vie des océans, etc. Tout ce qui est lié directement ou indirectement à la course autour du monde. Et à noter que plusieurs skippers mènent des projets à destination des enfants. C'est le cas de Tanguy Delamotte, par exemple. On vous en parlait dans une précédente édition. Mais Rich Wilson, Jérémy Bayou, Jean-Pierre Dick ou encore l'Irlandais Enda O'Coinin vont aussi partager leur aventure avec des écoles. Je vous propose de passer à un tout autre sujet. Partons à la rencontre de Christian Marceau. Il est collectionneur, plus exactement brico-stampe à fil. Il collectionne les briques estampillées qu'il chine dans les brocantes et les vides-greniers. Ces blocs de terre cuite représentent de véritables morceaux de patrimoine. Il raconte en effet une histoire souvent disparue puisque la majorité des ateliers artisanaux dans lesquels ces briques étaient fabriquées ont aujourd'hui fermé leurs portes. Cyril Guillet. Voici les dernières trouvailles de Christian Marceau, des carreaux ciment. Mais ce qui passionne ce retraité, ce sont les briques. Dans son garage, il en a exposé plus de 400. Un amour pour ce matériau né de la fusion de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Et quand j'étais gamin, moi, pour chauffer le lit, c'était la brique. Et ça m'a tout le temps resté ça. Des choses importantes. Ah, comment ça se passait? La brique était mise au feu et puis après enroulée dans une flanelle de laine. Et hop dans le lit, et les gamins n'avaient pas froid, avec un édredon, et c'était top, quoi.
À 62 ans, cet ancien menuisier est attiré, comme il aime à le dire, par les vieilleries. Adepte des vides-greniers au fil des années, il a endossé le costume de brique au stamp à fil, comprenez collectionneur de briques. Premier jour où j'ai découvert une brique avec une empreinte, c'était formidable, quoi. Puis chemin faisant, ça s'est pas arrêté. Après, bon, j'en ai plusieurs petits modèles, là. La brique apparaît entre le 7e et le 8e millénaire avant Jésus-Christ dans la région du Tigre et de l'Euphrate, et les premières maisons sont découvertes en Mésopotamie. Au 19e siècle, la Vendée compte un nombre incalculable de briqueteries et de tuileries, comme le relate ce document qui concerne le canton de Saint-Fulgent. 1882, on avait 17 tuileries, 4 fours à chaud et 8 poteries. À Saint-Fulgent, il y avait 4 tuileries. Chauché, il y en avait 6-7 fours à pot. Et suivant la taille des communes, il n'était pas rare de trouver plusieurs fabricants de briques, les marques et les lieux de production étant inscrits sur ces dernières. Poirot, c'était La Roche-sur-Yon, ça. Gaumet, c'était La Roche-sur-Yon. Séguineau, l'Épinot. Tesson, Chaland. Toujours au 19e siècle, les journées dans ces briqueteries artisanales débutent à 4 h du matin. Un travail pénible aussi effectué par les enfants. La loi de 1841, loi sur l'instruction publique, indique qu'un enfant de 8 à 12 ans peut travailler 8 heures par jour, entrecoupé d'un temps de repos. C'était de la folie, quoi, les pauvres gamins. Mais c'était comme ça, ils n'avaient pas le temps de rester à rien faire. Boudée à la fin du XXe siècle au profit du bloc de béton, la brique aujourd'hui refait son apparition sur les chantiers. Elle n'a plus la même forme que celle que collectionne Christian, mais en 15 ans, son utilisation est passée de 4 à 20% sur le marché de la construction neuve. Pour terminer ce journal, la météo, pas de grands changements. Ce sera encore une journée ensoleillée ce jeudi après quelques passages nuageux dans la matinée. Les températures, elles sont en baisse, 8 à 11 degrés pour les minimales. Il fera 16 à 18 au meilleur de la journée. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.